Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous rencontrons cette semaine Marie-Odile Juncker, professeure à l'Université Carleton d'Ottawa, linguiste éprise de diversité linguistique. Notre invitée travaille depuis de longues années à la préservation et à la revitalisation des langues autochtones du Canada, particulièrement algonquiennes. Pour ce faire, elle fait notamment appel à la participation, un modèle de recherche collaboratif aux antipodes d'une approche extractiviste de l'information. Marie-Odile Juncker met également à contribution les technologies de l'information. Elle a ainsi développé plusieurs sites web et dictionnaires en ligne pour les langues algonquiennes, Cri, Innu, Atikamekw, et orchestre la co-création de l'Atlas linguistique algonquien. Cependant, notre invité nous met en garde contre une autre forme d'extractivisme, l'intelligence artificielle et le pillage par certains sites ou applications de l'information linguistique patiemment recueillie par les équipes de recherche et les locuteurs et locutrices dans les communautés. La chercheuse insiste aussi sur la nécessité de pérenniser les résultats des recherches, en particulier l'Atlas linguistique algonquien, qui continue d'être porté à bout de bras par des équipes de recherche dynamiques, mais essoufflées. Soulignant l'importance et l'audace de ses travaux, le prix du gouverneur général pour l'innovation a été décerné à Marie-Odile Juncker en 2017. Marie-Odile Juncker, bonjour. Bonjour. Vous êtes une spécialiste des langues algonquiennes. Oui. Mais vous n'êtes pas autochtone. Non. D'où venez-vous ? Alors je viens d'Alsace en France. J'ai émigré au Canada à la fin des années 80. Je suis tombée dans les langues autochtones dès que j'avais terminé mon doctorat et j'en suis jamais ressortie. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans les langues autochtones ? Mon amour du Canada, des grands espaces, de la nature, mes intérêts pour l'environnement aussi, et puis le désir de connaître les gens et les langues qui étaient à l'origine dans ce pays. Et ce qui m'a frappée quand je suis arrivée, c'est qu'on pouvait apprendre l'espagnol, on pouvait apprendre le chinois, mais on ne pouvait pas apprendre les langues autochtones. Je me disais, mais c'est pas possible, comment ça se fait ? Puis petit à petit, j'ai rencontré des femmes surtout autochtones et qui elles aussi s'intéressaient à la transmission de leur langue, au développement des ressources pour les écoles, etc. Et donc petit à petit, j'ai orienté mes recherches vers un modèle de recherche participation. Et quand l'Internet est arrivé dans les années 2000, j'avais commencé à travailler avec les Cris de l'Est à la baie James. Et là, le Cri était devenu la langue d'instruction dans les écoles jusqu'en 3e année. Et les professeurs étaient éloignés, étaient à 500 km les uns des autres. Et je me suis dit, il doit y avoir une façon de voir si l'Internet pourrait aider au partage, au développement conjoint des ressources, etc. Puis j'avais rencontré Marguerite Mackenzie, qui elle aussi avait déjà commencé, elle avait fait le premier dictionnaire du Cri de l'Est, elle travaillait sur le Naskapi, l'Innu, et donc j'ai embarqué avec Marguerite Mackenzie, qui est professeure émérite à l'Université Mémorial maintenant. Puis on a mis le dictionnaire en ligne, et on a créé History.org, et puis voilà, j'en suis jamais ressortie de tout ça. Et donc l'idée à la base, c'était de mettre en lien les locuteurs du Cri de l'Est. De mettre en lien les enseignants surtout, les locuteurs, les gens qui étaient intéressés à la préservation, la transmission de leur langue au XXIe siècle. Je pense que je ressentais une peine en moi face à la disparition des langues autochtones, et puis je me disais, en tant que linguiste au XXIe siècle, c'est comme quelqu'un qui est en biologie et qui ne travaille pas sur la disparition des espèces. Je trouvais qu'en tant que linguiste, il fallait que je travaille sur les langues menacées, minoritaires. Et puis j'étais là au Canada et
c'était ça qui se présentait à moi. Et au début, History.org, ça a vraiment été un laboratoire. J'essayais de voir, on tâtonnait, quelles sont les technologies qui pourraient aider le dictionnaire en ligne, une grammaire en ligne. On a essayé, toujours avec du travail dans les communautés, banque de données d'histoire orale, rapatrier des enregistrements des anthropologues pour mettre à la disposition des enseignants, toujours à des vues pédagogiques, puisque j'avais commencé ce projet avec les programmes CRI, de la commission scolaire CRI. Donc, mais ensuite, on a travaillé avec le conseil de santé CRI pour de la terminologie médicale, on a fait d'autres choses, mais des leçons en ligne aussi. Enfin, c'était vraiment en fait les méthodes de recherche participation, c'est-à-dire on définit une recherche en mettant l'accent sur le processus de recherche, plus que, c'est pas qu'il n'y a pas des buts, mais sur le processus plutôt que le résultat. Ça, c'était un modèle qui avait été développé, un modèle féministe aussi, qui avait été développé dans le développement international, certains aspects du système de santé, et c'était l'idée de faire des gens des partenaires de recherche, et de les inviter à définir les buts de la recherche. Au lieu de faire des recherches sur eux. Au lieu de faire des recherches sur eux, ou bien de venir avec des hypothèses en ayant décidé à l'avance déjà quel est mon projet de recherche. Voilà, bonjour, je vais faire de la recherche sur ça, j'ai besoin de participants. Dans la recherche participation, d'une part, on définit les buts de la recherche avec les gens. Donc, ça va contre l'idée qu'il faut cacher les hypothèses. Dans une recherche expérimentale, on ne vous dit pas ce qu'on cherche. Là, au contraire, on dit ce qu'on cherche. Et on regarde si ça vous intéresse qu'on cherche ça ensemble. Est-ce que ça va vous servir ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Voilà ce que moi, en tant que linguiste, je peux vous offrir. Est-ce que vous avez des intérêts ? Et est-ce que nos intérêts convergent ? Et si on trouve un point de convergence, on va faire de la recherche là-dessus. Mais aussi l'accent sur le processus. Donc, au début, quand j'ai commencé ça, il n'y avait personne qui avait fait de la recherche participation en linguistique. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est ? C'est un beau modèle, la recherche participation. Comment est-ce que ça pourrait se traduire dans mon domaine, la linguistique ? Et je n'avais pas les réponses. J'ai marché avec la question. J'ai cheminé avec cette question. Ça me permettait de me dire comment est-ce que la personne avec laquelle j'ai fait un travail de terrain, j'ai posé des questions. Comment tu dis ça ? Comment tu dis ça ? Est-ce que tu peux le dire comme ça ou pas comme ça ? Ça, c'est ce qu'on fait en linguistique. De me dire, quand elle aura fini avec moi, au bout d'une heure, comment elle va se sentir ? Est-ce qu'elle va se sentir vidée, pressée comme un citron, l'impression qu'elle ne comprend plus rien, que sa tête est toute embrouillée, que j'ai toute mêlée avec mes questions ? Ou bien, elle va se sentir bien, elle va sentir qu'elle est valorisée par sa connaissance de sa langue. Est-ce qu'elle va se sentir comme si elle a découvert quelque chose sur sa langue ? Ma plus grande récompense, c'est aider les gens à s'émerveiller sur le fonctionnement de leur propre langue. Donc vous êtes parti du Cri de l'Est. Moi j'ai fait le Cri de l'Est, c'est tout. Après, les Inuits de l'Institut de Tchakapèche sont venus me chercher en disant « Waouh, on adore ça, le site History.org, est-ce qu'on peut faire un site comme ça pour l'Inuit ?» Alors d'accord. Puis les derniers, c'est les Atikamekw qui sont venus me trouver en 2013 en me disant « Nous aussi, on veut ce genre de ressources pour notre langue. » Et l'objectif de toutes ces recherches-là, de tout ce travail-là, c'est de maintenir les langues en vie ? Bien sûr, de soutenir les gens qui désirent la transmettre. Et puis, toujours pour moi, ça a été un peu une connexion entre... Quelle peut être la connexion entre la langue et la guérison ? Donc, de toujours prêter attention au processus de recherche. Qu'est-ce qui se passe là ? Même là, pendant l'entrevue, vous et moi, je peux même l'appliquer à ça, c'est de me dire, quand on va avoir fini notre entrevue, Catherine, comment on va se sentir toutes les deux ? Est-ce qu'on aura passé un bon moment ensemble ? Une sorte d'attention au présent, à ce qui se passe dans le moment. La dynamique qui se La noue. dynamique et qu'est-ce qui se passe. Parce que j'avais entendu des collègues linguistes qui racontaient des trucs, qui commencent avec un projet de recherche en syntaxe, ils veulent savoir si, ça. Ils ont déjà décidé à l'avance qu'ils allaient essayer d'extraire.
cette approche extractiviste. Et puis là, on soumet l'informateur ou le consultant en linguistique à un mitraillage de questions et des témoignages. Quelqu'un qui m'a une fois dit « Le jour où j'ai fait pleurer mon informatrice, elle pleurait tellement elle était frustrée. » Puis moi, ça m'a toujours profondément choquée. Le peuple invisible, comme a après dit Richard Desjardins, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais l'invisibilisation des autochtones et de leur langue, ça s'est quand même bien amélioré, j'imagine, puisqu'on est en plein dans la décennie des langues autochtones de l'ONU. Oui, ça s'est bien amélioré. En ce moment, notre grand défi, c'est l'intelligence artificielle. Dans quel sens c'est un défi ? J'ai travaillé avec beaucoup de communautés, puisque j'ai un atlas linguistique que j'ai co-créé avec beaucoup de gens à travers tout le pays, de l'océan Atlantique jusqu'aux Rocheuses. J'ai travaillé à développer une infrastructure numérique commune pour les langues algonquiennes. Tout ça, ça s'est fait avec des communautés qui, elles, croyaient que de rendre la langue accessible au plus grand nombre aiderait à la préserver. Et on n'a jamais pensé à l'époque, on n'avait jamais pensé jusqu'à novembre 2022, quand ChatGPT est sorti, que maintenant on fait face à la ruée vers l'or. Les langues autochtones sont devenues l'or de l'intelligence artificielle. En quoi est-ce qu'elles sont devenues l'or ? Parce que les modèles de traitement automatique du langage, les robots conversationnels, etc., s'ils vont représenter les langues humaines, ils ont besoin d'inclure des langues différentes de celles pour lesquelles on a beaucoup de données. Et dans ce contexte, eh bien, on aimerait entraîner les machines sur ces langues-là. Et donc, dans la dernière année, j'ai fait face à 3 événements assez graves de vol de données sur les sites. Et ça, c'est ceux que j'ai vus. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres. Où ces données-là sont aspirées. Par des compagnies d'intelligence artificielle. Par des compagnies, des chercheurs, des gens qui sont des informaticiens, qui n'ont pas forcément... C'est pas la même culture que les sciences humaines. Et qui aspirent les données sans rien y comprendre, et qui ensuite les resservent aux autochtones. Et vous pouvez imaginer le problème que, dans une situation de langue en danger ou de langue fragile, d'insécurité linguistique de la part des jeunes locuteurs, comment les données qui ont été aspirées par les machines et que les machines reproduisent des phrases en leur demandant ensuite peut-être de valider quand ils ne sont pas capables de valider, ou de corriger quand ils ne sont pas capables de corriger, ou bien la machine vous propose des choses et ça devient l'environnement pollué. Ça devient la norme de la langue quelque part. Ça pourrait, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais c'est vraiment un souci que j'ai en ce moment. C'est pas que l'intelligence artificielle en elle-même est bonne ou mauvaise, mais c'est pas pour rien que la plupart des développeurs de l'intelligence artificielle ont appelé à un moratoire. En disant ça va trop vite, arrêtez, parce qu'on fait n'importe quoi. Et cette information-là était prise, par exemple, vous avez fait rapidement allusion à l'Atlas, on va y revenir, l'Atlas linguistique des langues algonquiennes, mais ces pillages-là se faisaient par exemple dans l'Atlas parce qu'il est accessible à tout le monde. Dans les dictionnaires. Dans les dictionnaires. Les dictionnaires en ligne. Une chose qui est arrivée à mes partenaires autochtones, c'est une compagnie privée qui était très bonne en graphisme, qui leur a proposé de refaire une banque de données. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aspiré les données, ils ont refait du graphisme magnifique, et ils ont réassemblé les données n'importe comment. C'est tout croche. C'est tout et n'importe quoi. Autrement dit, là, on a un organisme autochtone qui s'est retrouvé payer une compagnie privée beaucoup d'argent pour, avec leur permission, leur sucer les données et puis leur rendre. Comme les consultants qui vous empruntent votre montre pour vous dire l'heure qu'il est. Okay. Et puis saccager le travail des linguistes. Et saccager le travail des autochtones qui avaient soigneusement fait ces données. Et il n'y a plus d'accès. Ils ont mis ça sur on ne sait quel serveur. Parce que quand même, toutes les ressources qu'on a créées jusqu'à présent, je me suis toujours assurée que ça soit sur des serveurs sécures au Canada. Et nous, on a gardé l'original. Il n'est pas beau, il date un peu, il a l'air, mais il est exact. On a gardé l'original. Mais l'autre, il circule quelque part dans le cyberespace, et c'est du bruit, c'est de la pollution, parce que dans 50 ans, qui saura lequel est le bon ?
Je ne sais pas. Il y a tellement de problèmes avec l'intelligence artificielle en ce moment que ça a été comme, pour moi cette année, là, ça a été comme un ouragan là, qui est passé. Et puis une langue, c'est vivant aussi. Mais c'est ça. Ça évolue, il y a des variantes entre les communautés. Et puis il y a aussi, on fait constamment les dictionnaires sur lesquels je travaille au Québec, donc le dictionnaire du Cri de l'Est, le dictionnaire Innu, le dictionnaire Atikamekw, c'est des dictionnaires vivants. Toutes les semaines, avec certains groupes, on se rencontre, on a un comité de rédaction, on fait tout le temps des modifications au dictionnaire. On vient de publier les guides de conjugaison Innu. Encore une semaine avant la publication, on a fait des corrections majeures sur les applis de conjugaison qui sont disponibles en ligne. Bon, ben ça, si quelqu'un a sucé les données pour faire un analyseur syntaxique, quelque part dans le cyberespace, ou quelque part sur des serveurs, on ne sait pas où, se promènent des données erronées. Il y avait des fautes dans nos données. Et elles ont été corrigées depuis. Parce que les personnes qui les aspirent n'ont pas du tout la compétence. Ah ben non, c'est des ingénieurs. C'est du vol, quoi. C'est du vol, C'est oui. du vol. C'est du vol, mais c'est du vol par des gens qui pensent que c'est gratuit, que c'est sur l'internet. Alors ça, c'est vraiment, si vous voulez, un grand tournant pour moi, parce que au bout de 20 ans, plus de 20 ans de travailler pour amener des ressources de qualité à la disposition du public pour que les gens puissent s'en servir, là, on n'a pas juste les humains, on a les machines. Les machines qui le prennent, et on ne sait plus qui contrôle la machine. Puisqu'était un travail aussi relationnel de personne à personne, devient la mécanique extractiviste, comme vous disiez tout à l'heure, comme les industries minières. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est un peu comme... ça me fait mal au cœur, parce que c'est... Oh, vous avez des belles forêts, les autochtones. Tenez, on va faire de la foresterie. Et vous allez nous conseiller, vous allez faire un comité d'années pour nous dire comment couper les arbres avec respect. Mais personne ne demande si on voulait qu'ils coupent les arbres pour commencer. Là, vous avez des langues, après tout. On les a ignorées pendant 3 siècles, mais là, elles sont intéressantes, vos langues. On peut développer des machines, faire de l'intelligence artificielle, et puis c'est cool, et puis c'est un sujet à la mode, et puis tout le monde est enthousiaste. Venez, on a de l'argent, et après, il vous restera quoi? On va vous rendre quoi? C'est l'identité, c'est la culture, comme la forêt, comme les rivières aussi. Et on va vous rendre quoi? Une langue dénaturée? Et qu'est-ce qui vous restera après tout ça? Ça, c'est la peine avec laquelle je vis en ce moment. C'est pas que à un moment donné, les autochtones vont pas dire « Ok, ces outils-là ont l'air de bien marcher, on pourrait peut-être voir des applications qui vont nous servir. » Mais là, donnez-nous le temps de prendre une décision informée. Les gens qui sont les spécialistes de ces langues sont débordés. Il n'y en a pas beaucoup. Puis ils sont dans l'urgence aussi certainement de transmettre leur langue. Oui. Et donc ils ont besoin d'établir des priorités. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais dans des situations de langue minoritaire et d'urgence comme ça, eh bien on fait des choix, et il faut respecter ces choix. Je vous ai parlé de l'intelligence artificielle, mais mon grand souci, c'est aussi que les dictionnaires, je ne sais pas ce qui va arriver le jour où moi je prends ma retraite, je fais tourner la boutique pour que les dictionnaires soient en ligne et soient accessibles au grand public. Les dictionnaires des langues algonquiennes que j'héberge actuellement sur mon espace serveur de prof, il y a plus d'1 million de mots recherchés au Canada chaque année. Plus d'1 million de mots. On clique dessus et on lit l'entrée, les descriptions, etc. Il n'y a pas une instance fédérale ou provinciale qui soutient ça. Les ressources que j'ai créées depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui en 2023, à chaque année, je dois trouver des fonds de recherche pour maintenir les ressources qui existent. Ça tourne sur mon serveur. Alors le jour où vous n'êtes plus prof, ce serveur-là est désactivé? Absolument. J'espérais vraiment que rendu dans la décennie des langues autochtones, avec les efforts du gouvernement fédéral, j'espérais vraiment qu'il y aurait peut-être une entité fédérale qui prendrait la relève, mais on m'a dit que ce n'est ni le mandat de Termium, ce sont pas des langues officielles. Tout le monde se sert, tout le temps, de ces dictionnaires et les prennent pour acquis. Mais personne ne se rend compte de la vulnérabilité, de la fragilité, finalement, de cette ressource, dans la mesure où elle dépend d'une professeure qui a un poste dans une université. J'ai mis en place quelque chose qui, vraiment, je pense, est viable et
coûterait pas tellement cher. Donc tout le monde se renvoie la balle quelque part. Tout le monde se renvoie la balle, c'est ça. Ouais. Tout le monde se renvoie la balle. Et là, je cherche un plan de succession de façon active. Mm. Il y a les ressources de langue, les pages de grammaire, ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Bon, il y en a beaucoup, mais ça serait gérable. Mais l'infrastructure numérique, les logiciels adaptés au dictionnaire, à certaines banques de données, d'histoire et de texte, ça, c'est quelque chose qui gagnerait à être repris au niveau fédéral, à mon avis, serait la responsabilité du gouvernement fédéral. Ben, on va lancer l'appel. Et justement, revenons aux outils que vous avez co-créés. Il y a les dictionnaires dont vous avez parlé, le Cri Oui. de l'Est, les noms et l'Atikamekw, puis il y a l'Atlas linguistique des langues algonquiennes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet atlas? Ah, l'Atlas linguistique, ça, c'était plutôt un projet amusant. Ça a commencé en 2002. À l'époque, j'engageais systématiquement des jeunes CRI à l'université Carleton en été pour des stages de 6 semaines. Je les mettais dans un bureau ensemble où ils pouvaient se parler CRI entre eux. Et ils travaillaient sur la constitution de ce qui est devenu le guide de conjugaison. Donc une banque de données des formes fléchies des verbes. Alors, ils faisaient de la saisie de données. Et je me disais, mon Dieu, les pauvres, ils verront jamais la fin de ce projet. Et j'avais raison, parce qu'on a terminé 10 ans plus tard. Okay. Il faut que je leur fasse faire quelque chose d'amusant. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit manuel de conversation, comme quand on va à Cuba et qu'on veut apprendre quelques phrases d'espagnol. On va faire ça comme un petit projet à côté. Et on a créé un CD de conversation avec un manuel, qui durait 1 heure à peu près, 21 sujets de conversation, pour tous les dialectes CRI de la baie James. Puis après, j'étais invitée au Saskatchewan pour parler de East Creole, et puis j'avais parlé des langues de l'Est, et puis il m'avait dit, mais dis donc, on savait pas qu'on était connectés avec ces gens-là. Ben non, on savait pas. Nous, on est là, on a les Dénés comme voisins, etc., langue autochtone. On savait pas qu'on était de la même famille linguistique, parce que les divisions par province du système éducatif, les divisions coloniales, etc., ils savaient pas qu'ils étaient connectés linguistiquement. Et là, comme j'avais toujours cet intérêt entre langue et guérison, je me suis dit, ben voilà une façon de guérir des barrières coloniales artificielles qui ont été installées par province. Quand ces femmes m'ont dit, mais est-ce que tu pourrais nous envoyer une copie de la carte et dis donc ton CD de conversation, il est bien, est-ce qu'on pourrait adapter ça, en faire un pour notre langue? Oui, bien sûr, je vous donne les fichiers sons, vous n'avez qu'à mettre, je vous donne le modèle et vous n'avez qu'à mettre votre langue. Alors, c'est lancé dans un petit projet comme ça. Je dis, mais vous savez ce qui serait bien, en échange, si vous me permettez, moi je vais mettre ça sur une carte. Ah oui, ça serait super. C'était juste les dialectes CRI à l'époque. Et puis, énormément de gens. D'abord, le CD lui-même s'est vendu, on a fait 1000 exemplaires, il est parti comme des petits pains. Et puis ensuite, l'Atlas linguistique, Google Maps est sorti en 2005. Donc j'avais fait le prototype en 2004, et puis ça aussi c'est parti tout seul, si vous voulez. J'ai jamais recruté pour l'Atlas, les gens sont venus me voir, ils voulaient. En disant, nous on voudrait être inclus dans cet Atlas-là. C'est par communauté, par langue, par variante? Ça a grandi de façon organique. C'était des rencontres, oui, c'était vraiment un projet qui permettait d'établir les connexions. De nouveau, le processus était important. Donc dans l'Atlas, admettons qu'on va à Manawan, on clique sur Manawan, puis là on peut apprendre à dire des phrases usuelles. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des verbes sur lesquels vous faisiez travailler vos étudiants CRI. On dit souvent que les langues algonquiennes comptent beaucoup plus de verbes que n'importe quelle autre catégorie, alors que le français par exemple ou l'anglais compte plus de noms et plus d'adjectifs. C'est un peu difficile à comprendre quand on vient du français et que les autres langues qu'on connaît privilégient aussi les noms et les adjectifs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que c'est 80% dans les dictionnaires qu'on fait, c'est qu'à peu près 80% de verbes. Si vous prenez le petit Robert, c'est 60% de noms. Les adjectifs en CRI ou en Innu, dans les langues algonquiennes, c'est plutôt, ça fait partie des verbes, quoi. Donc, de ce point de vue, de ces termes descriptifs, il n'y a pas de distinction typiquement dans ces langues entre le processus et le résultat. C'est ambigu, si vous voulez, ça reste vague. Selon le contexte, vous allez décider si c'est un processus ou un résultat.
Et on ne peut pas du tout se fier au dictionnaire pour ça, parce que c'est des fois traduit d'une façon, des fois d'une autre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un peu une vision, je dirais, bouddhiste du monde, où on met l'accent sur le processus plutôt que sur l'état fini des choses. Donc, par exemple, de parler de ma tasse comme de ce qui me sert à boire, donc une approche peut-être fonctionnelle de la description des objets, et puis la plupart du temps de plutôt dire les choses avec des verbes. Une des choses qui m'a toujours fascinée avec ces langues-là, on dit souvent que dans les langues, ce n'est pas tant ce que la langue vous permet de dire que ce que la langue vous oblige à dire. Les langues ont des façons de vous faire parler qui vous obligent à dire les choses d'une certaine façon. Okay? Donc, dans ces langues-là, on est obligé de verber le monde plutôt que de le nommer. Alors oui, on a des noms, mais la langue vous oblige à concevoir les choses comme un monde qui est toujours en train de changer, un processus, un monde qui se transforme, qui évolue. Qui est en mouvement. Qui est en mouvement. Pas un monde d'objets fixes que la nominalisation nous force à faire. C'est comme ça que je le perçois avec mes yeux de l'extérieur et que je m'émerveille de l'extérieur, si vous voulez. Marie-Odile Juncker, merci. Mais je vous en prie. Un grand merci à Marie-Odile Juncker de cette conversation passionnante avec une linguiste passionnée qui célèbre la vitalité et la beauté des langues autochtones, mais nous invite aussi à la vigilance face à l'extractivisme linguistique qui les menace. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, consultez sans tarder le site www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu, et d'ici là, nous continuons de tendre l'oreille à la programmation de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.